On y va? Ça marche. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là. Donc aujourd'hui, on va parler des standards de travail au sens du Lean Management. Comment ils aident à développer l'apprentissage et l'autonomie, mais surtout, ils aident aussi à réduire les risques psychosociaux. Vous allez voir que j'ai un parcours où je mélange un peu tout, ce qui me permet de prendre cette orientation vers la réduction des risques psychosociaux. Très rapidement, ça fait un certain nombre d'années que je suis tombé dans le Lean. J'ai même fait une black belt fut un temps, et ensuite j'ai tout désappris, ce que j'avais appris avec la black belt, pour réapprendre le Lean, mais au sens du Toyota Production System. Je me suis intéressé aux neurosciences il y a à peu près 8 ans, ce qui aujourd'hui me permet d'avoir un certain niveau de connaissance. Et je suis ce qu'on appelle un coach praticien en prise de décision. C'est des formations où on travaille toute la partie neurosciences et on cherche à comprendre les mécanismes d'adaptation à nos environnements. Tout ce qui est gestion du changement, par exemple. Et si ça vous intéresse, j'ai un blog, lineneuro.com, où vous trouverez plein d'articles là-dessus. Un jour, je me suis posé la question en me levant, est-ce que mon travail de coach lean et agile me permet d'éviter des risques psychosociaux? Est-ce que, au-delà d'aider les équipes à performer, est-ce que je les aide aussi à développer leur bien-être au travail? Et en fait, j'ai commencé à mélanger, donc, comme je le disais en introduction, à la fois le Lean, à la fois les risques psychosociaux et à la fois les neurosciences. C'est 3 domaines qu'on n'a pas l'habitude de voir ensemble. Encore plus Lean et RPS, parce que des fois, on dit que le Lean génère des risques psychosociaux. Mais il y a 2 Lean. Il y a le Lean qui cherche à virer les gens, et puis il y a le Lean qui cherche à développer les personnes. Ce que Toyota nous dit, notamment en 1977, c'est que définissait le TPS comme un système qui respecte les personnes en leur permettant de s'impliquer au quotidien dans leurs tâches et dans l'amélioration de leur travail, de leurs ateliers. Et donc, c'est ça qu'on appelle le système d'apprentissage chez Toyota. Je ne vais pas rentrer plus longtemps et plus loin chez Toyota. Juste rapidement, ce qu'on dit aussi, c'est que la performance, c'est sécurité, qualité, délai, coût, dans cet ordre, en fonction du moral des équipes. Je vais détailler. Ce qu'on cherche, c'est à avoir plus, augmenter le niveau de sécurité, que ce soit physique, que ce soit psychologique, que ce soit environnemental, et ça s'applique aussi bien aux clients qu'aux collaborateurs. On cherche aussi à développer la qualité. Pardon. Souvent, on entend des entreprises, des managers, moi j'en entends plein, qui me disent je veux la vitesse, la vitesse, la vitesse, la vitesse. Si vous n'avez pas la qualité au début, vous n'avez pas la vitesse. Donc la qualité est vraiment le système différenciant et qui permet du coup ensuite de baisser les délais. On va travailler sur justement supprimer aussi des gaspillages dans les processus. Ça va permettre de réduire les délais. Et c'est la conséquence de ces 3, c'est la baisse des coûts. Dans nos entreprises, on fait l'inverse. On se dit on va baisser les coûts et débrouillez-vous pour tenter de les baisser. Le modèle de Toyota est inversé et on dit souvent que Taiichi Ohno est surnommé l'homme qui pense à l'envers. Ben voilà, on pense complètement à l'envers. Sur les risques psychosociaux, avant que j'entre un petit peu dans le détail, j'ai vécu un burn-out il y a 2 ans. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux apprendre de mon burn-out et qu'est-ce que je peux transmettre
suite à mon burn-out. Si je peux éviter au moins qu'une personne vive un burn-out, je pense que j'aurai réussi ma carrière professionnelle. Avant de parler de RPS, je rappellerai la définition de l'OMS. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social. C'est la somme des trois. Et ça, c'est super important parce que dans les entreprises, on a tendance à séparer la sécurité physique de la santé mentale. Or, les deux sont intimement liés. Peut-être que certains d'entre vous connaissent le rapport Golac qui a été publié en 2011, qui a été demandé à l'époque par le ministère du Travail. Alors, ce qui est bien en France et en Europe, c'est qu'on produit des rapports. Le rapport de 2011 suivait un rapport de 2008, qui suivait lui-même un rapport de quelques années auparavant. Mais pour avoir lu ce rapport de 200 pages, c'est probablement un des premiers rapports où tout est super finement détaillé et qu'on peut s'approprier pour travailler sur la réduction des risques psychosociaux. Les RPS, c'est quoi? C'est les risques pour la santé mentale, physique et sociale. On fait le lien avec la définition de l'OMS. Alors, ne cherchez pas à lire tout ça, c'est le détail de ce qu'il y a dans le rapport Golac. Donc, vous avez les 6 facteurs, 22 sous-facteurs et 42 déterminants immédiats. C'est là où il y a les petits plus, il y a un exemple sur la partie intensité du travail. Par contre, ce que je vais vous demander de garder à l'esprit, c'est ce qu'on appelle la qualité empêchée, parce qu'on va en parler avec les standards. J'y reviendrai à la fin pour vous montrer comment les standards ont une action sur la réduction de certains risques psychosociaux qui sont dans ce tableau-là. Alors, on parle beaucoup de risques psychosociaux, mais est-ce qu'il y a une solution? Oui. Il y a notamment Yves Clos et Michel Golac, donc Golac qui était le rapporteur, qui travaillent sur pas mal de sujets autour des risques psychosociaux. Et en fait, ce qu'ils nous disent, c'est que la santé, elle est liée au pouvoir d'agir. Si vous ne permettez pas à vos collaborateurs d'agir sur le contenu et sur le comment ils travaillent, on aura beaucoup de mal à les réduire. Et ce qui est important, c'est aussi de retrouver le plaisir du bien faire. Par exemple, j'ai découvert le travail sur le bois pendant les périodes Covid. Quand je ratais une pièce, mais ça m'énervait. J'avais la possibilité de retravailler ma pièce, de la refaire. C'est un gaspillage en ligne de refaire, hein, mais peu importe. Je réapprenais le geste pour arriver à obtenir la pièce que je voulais obtenir. Et il y a une vraie satisfaction derrière. C'est normal parce que ça déclenche le circuit de la récompense, qu'on appelle la dopamine. Et le fait de pouvoir bien faire son travail est quelque chose de super important pour nous tous. Rapidement sur les neurosciences, ce qu'on essaye de comprendre, c'est ça. C'est ce que vous avez tous en haut de votre corps, ce qu'on appelle le cerveau. On parlait il y a quelques années d'interface homme-machine. Notre cerveau, c'est l'interface homme-environnement. C'est le système qui nous permet de nous adapter au quotidien à nos différents environnements. Juste une petite anecdote, le poids du cerveau, c'est 1,4 en moyenne. C'est un petit peu plus bas pour les femmes, mais surtout, ne tirez pas la conclusion que les femmes sont moins intelligentes que les hommes. Et on avait Albert Einstein, son cerveau ne pesait que 1,250 kg. Et il était considéré comme l'homme le plus intelligent du XXe siècle. On regarde aussi, quand on travaille sur la neuroscience, on va regarder aussi l'évolution. Et en fait, notre cerveau, il a mis l'évolution a permis au cerveau d'évoluer jusqu'à 500 cm3 en 7 à 8 millions d'années. Et ensuite, on a une croissance très rapide de 2 millions d'années pour atteindre 1350 cm3, qui est notre volume actuel, sachant qu'on est monté jusqu'à 1750 cm3. Mais à 1750 cm3,
En fait, il y avait des problèmes, c'est que le cerveau ne passait plus au travers du bassin des femmes. Et donc l'évolution a sélectionné des cerveaux qui avaient les crânes, pardon, a sélectionné des bébés avec des crânes, avec un crâne ou un crâne mou, en fait, qui permet de se déformer et qui a généré ensuite l'évolution en 2 temps du cerveau. Une partie pendant la gestation et une partie, toute la partie apprentissage après la naissance. C'est pareil chez les chimpanzés. On est juste, pour la petite histoire, on ne descend pas du singe. Le singe, les chimpanzés, les gorilles, les orang-outans sont des cousins de l'évolution. On descend tous d'un même ancêtre d'autour 7 à 8 millions d'années dans l'évolution. Ça, c'est tout ce que j'ai acquis en compétences sur les neurosciences. Et j'ai mis en bleu la partie stratégie d'adaptation parce qu'en fait, on s'aperçoit quand on creuse que toutes nos compétences cérébrales sont vraiment liées à nos stratégies d'adaptation. Alors, l'origine des standards. Pour ma part, j'ai du mal à accepter qu'on vienne me dire tiens, mets en place des standards si je n'ai pas compris d'où ça venait. Parce que la plupart du temps, on perd le sens. Donc en fait, les standards, ça vient d'où? Ça a commencé en 1919 avec le livre de Charles Allen qui expliquait que pour former, il fallait montrer, expliquer, faire exécuter et corriger. Et tous ceux qui ont appliqué ce livre-là ont eu des résultats assez exceptionnels en termes d'apprentissage. En 1940, juste après la chute de la France face à l'Allemagne, on a eu, les États-Unis ont créé ce qu'on appelle le Training Within Industry, qu'on connaît maintenant sous le nom TWI. Et en fait, c'est ce qui a permis aux États-Unis de soutenir l'effort de guerre. L'effort de guerre, c'est quoi? C'est tous les soldats américains, ils étaient sur le front, et il restait surtout que les femmes, les ados et les hommes qui ne pouvaient pas partir à la guerre. On connaît surtout l'image de Rosie la rifteuse, qui date de 1943, mais elle a été plus connue à partir des années 70-80 pour les mouvements féministes, mais elle a réellement existé. Et en fait, le TWI a permis de former plus de 2 millions de superviseurs dans 16 000 usines différentes. Le TWI s'appuie sur 3 livres. Vous aurez un peu de mal à les trouver aujourd'hui parce que ça date des années 40. On a le Job Instruction qui permet de former aux standards de travail, le Job Relation qui est une culture comment on crée une culture du changement dans les entreprises, et le Job Method, c'est comment on améliore en fait tout le système. Et vous avez au milieu ici la roue, les 5 compétences d'un superviseur, et j'avoue que en lisant ça, je me dis ça serait super si nos managers d'aujourd'hui avaient ces 5 compétences. On s'en sortirait peut-être un peu mieux dans certaines entreprises. Vous pouvez trouver, je vous ai mis le QR code, vous pouvez trouver sur Internet une vidéo de promotion de 1944. Vous pouvez scanner, elle dure 13 minutes, donc vous pourrez la regarder après la conférence. Mais vous allez vraiment voir le changement de posture du chef d'équipe entre cette partie-là, ou la première partie où en fait le chef d'équipe il présente le poste de travail, il explique très rapidement le job à faire, et il lui dit de lire le petit guide et puis débrouille-toi. Celui qui n'a pas vécu ça aujourd'hui, lève la main. On a tous vécu ça en entreprise. Et en fait, le Job Instruction permet, avec les standards de travail, en fait, il va vraiment amener la personne à comprendre son métier. Et on voit là qu'il y a la main de l'ouvrière qui est en train d'apprendre, elle est posée sur la main de l'instructeur. En fait, vous verrez dans le film, il va lui apprendre
à ressentir les vibrations pour savoir où s'arrêter quand elle est en train de percer la pièce de métal. Quand on apprend quelque chose, et je fais un lien avec les neurosciences, on a un mécanisme qui a été identifié en 1946 qui s'appelle le système de Hebb. Et en fait, chaque neurone qui s'active ensemble se connecte ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les sensations que vous ressentez pendant que vous êtes en train d'apprendre quelque chose déclenchent des connexions synaptiques et ces synapses vont s'associer tous ensemble. Et en fait, c'est une faculté qui permet ensuite de récupérer de l'information beaucoup plus rapidement. Pourquoi parfois dans la rue, vous marchez sur un trottoir, il y a un parfum, et hop, ça vous fait penser à plein de choses que vous avez vécues, peut-être une personne que vous connaissiez qui a ce parfum. Bah, c'est exactement ce mécanisme-là qui est mis en œuvre. Et chez Toyota, quand ils parlent de la formation au poste de travail, c'est exactement ça. C'est j'apprends mon métier sur la machine-outil, par exemple, qui sera mon outil de travail au quotidien. Et donc, je vais apprendre toutes les vibrations, je vais apprendre tout ce qui me permet de savoir si ma machine-outil fonctionne ou pas correctement. Donc, est-ce qu'on cherche juste à montrer ou est-ce qu'on cherche à instruire? En fait, c'est la question. Après, moi, j'ai choisi, c'est instruire. Ça serait l'idéal à pouvoir avoir dans les entreprises. Alors, on va faire un petit focus sur le job instruction, qu'on nomme aussi GI. Et en fait, on va voir qu'ils font ce qu'on appelle, pour les informaticiens, on faisait tout ça quand on faisait des Gantt, on découpe tout le travail en tâches élémentaires, etc. Donc, ils font ce découpage en tâches. Mais ce qui est important, c'est les key points. Quels sont, en fait, les éléments qui me permettent de savoir si ce que je fais est OK ou KO. Quels sont les trucs et astuces qui me permettent de réussir vraiment mon travail. Je vois souvent des procédures où en fait on a une liste d'instructions, pour ceux qui ont déjà vécu ça, et en fait vous arrivez à la fin de votre liste d'instructions, mais vous ne savez pas si vous avez réussi ou pas ce qu'il y a à faire. Et on le voit souvent chez les ops, qui se retrouvent à dérouler, sans avoir de contexte, à dérouler des fiches d'instruction, et puis, oh, j'ai terminé. Puis en fait, ça ne marche pas. Donc le standard de travail va permettre tout ça. Alors pour faire un lien de nouveau avec Toyota, comment ça se fait que ce qu'on appelle le TWI, qui a été inventé aux États-Unis, s'est retrouvé au Japon? Il faut se remettre dans le contexte que dans les années 50, le Japon, il sort de 2 bombes nucléaires et des bombardements, d'énormes bombardements qui ont détruit toutes les infrastructures, et il faut tout repenser. Donc les industriels japonais ont fait venir des Américains, sont partis voir aux États-Unis, et à l'époque, la productivité d'un Américain était de 10 pour un Japonais. Donc ils se sont dit comment on va faire pour rattraper ce retard. Taishi Ohno, qui est considéré comme le père du Toyota Production System, était lui-même certifié TWI. Et donc, ils ont fait rentrer chez Toyota le Job Instruction, Method et Relation en 51, 52, 53 pour les tester. Et en fait, c'est réellement Isao Kato, je crois qu'il est encore vivant, lui, qui a été mandaté par Toyota pour créer les formations de passage à l'échelle sur les standards de travail. Et c'est comme ça qu'on a, quand on apprend le Lean et le Toyota Production System, qu'on arrive sur la notion de standard chez Toyota. Et ils ont un mantra, Monozukuri ou Aitozukuri, qu'on peut traduire par fabriquer des hommes avant de fabriquer des objets. Ils le disent aussi d'une autre manière, c'est les salariés qui travaillent chez Toyota, on cherche
d'abord à développer les compétences des hommes avant qu'ils fabriquent des voitures. Et ça, on le voit bien, vous le verrez dans les standards que je vais vous montrer, que si on n'a pas la capacité de faire correctement son travail, eh ben, ça va être difficile de produire, en plus des voitures, de bonne qualité. Alors en pratique, l'idée, c'est pas de faire des standards partout dans votre entreprise. C'est pas de l'ISO 9001, où il y a, avant les années 2000, on en mettait un petit peu partout, pour l'avoir fait, hein, donc je suis coupable. Ce que moi je vous propose, c'est de, en fait, quand vous avez un écart de performance, quel que soit le sujet, de qualité, de délai, etc., un écart de performance, ça va vous déclencher une résolution de problème. PDCA ou autre, hein, dans le Lean, on parle souvent de PDCA ou de A3, mais une résolution de problème qui va finalement améliorer un standard existant. Là, c'est le cas où on a déjà un standard qui existe. Si on n'a pas de standard, eh bien, on va écrire un standard. Et finalement, ce standard, il va faire quoi? Il va stabiliser la performance, c'est-à-dire qu'on va, réduire les variabilités qu'on a sur la performance. Et un point important qu'on oublie trop souvent dans les entreprises quand on fait la résolution de problèmes, c'est le ACT. Le ACT, c'est l'apprentissage, et l'apprentissage, c'est le standard qui a été mis à jour ou qui a été créé. C'est comme ça que vous devenez une entreprise apprenante. Donc un standard, c'est quoi? Un standard, c'est la meilleure pratique d'une équipe ou d'une personne à un moment donné. Ce qui est important, c'est le moment donné. Chez Toyota, il y a une petite histoire autour de Taishi Ohno qui vérifiait les dernières versions, les mises à jour des standards. Et si le standard n'était pas mis à jour, il considérait qu'en fait, il n'y avait plus de standard, il fallait recommencer parce que finalement, on n'est plus en train de progresser. Alors, on peut aussi utiliser les standards pour déclencher une... quand on a envie de progresser, on se déclenche une nouvelle cible. On se dit, ben voilà, aujourd'hui, je dis n'importe quoi, aujourd'hui, on livre 10 US par sprint. Comment on va faire pour délivrer 15 US par sprint? Donc, du coup, on va déclencher une résolution de problème qui va nous permettre de comprendre où sont nos points de difficulté. Ça va nous permettre de mettre à jour le standard et du coup, on va améliorer la performance. Vous vous souvenez, sur la partie gauche, partie gauche pour vous, pardon, c'est l'exemple qui était dans le livre Job Instruction. Et en fait, en cherchant sur Internet, j'ai trouvé le même exemple, mais remis au goût du jour. Ce qu'on a vu apparaître dernièrement, c'est cette colonne-là, la troisième colonne, pourquoi en fait les points clés sont importants. En fait, on redonne le sens du point clé. Pourquoi il faut que je fasse cet autocontrôle? Là, c'est un autre exemple, et on retrouve ce qui était expliqué dans le Job Instruction, je l'ai surligné en jaune. Donc ça sert à former les nouveaux, à détailler les trucs et astuces qui nous permettent de faire du travail en sécurité, mais avec la plus grande qualité et la plus grande efficacité possible. Ça, c'est un exemple de standard que j'ai construit à partir du TWI, à partir de ce qu'on trouvait dans le Lean et d'autres exemples. Donc on voit bien les trois colonnes, le quoi, donc c'est les étapes. Donc on casse en éléments unitaires en fait le travail à réaliser. On a le comment, donc c'est toutes les trucs et astuces qui nous permettent de réussir et de savoir si je suis OK ou je suis KO. Et on retrouve le pourquoi ces points sont importants. Je vais vous donner des exemples. Donc ça, on est dans le cadre d'un projet sur un ERP Oracle Finance. Et on a la responsable de cette équipe qui
va partir en arrêt maternité et qui avait une compétence que ses équipes n'avaient pas encore. Et donc, elle nous avait sollicité comment je fais pour transmettre une partie de mes compétences qui sont nécessaires pour les mises en production, etc. Et donc, on lui a dit, on va écrire un standard. Donc, on a écrit le standard. Donc, vous retrouvez, alors il est assez lourd celui-ci, en général, je demande à ce qu'il y ait un peu plus que ça soit un peu plus léger, mais peu importe. Et donc, on retrouve toujours les 3 colonnes, on retrouve des points clés et on retrouve les explications nécessaires. Et en fait, on le voit bien, quand je les entoure un petit peu, ça nous permet de nous assurer que tout va bien se passer et ça nous permet de nous assurer, quand ces équipes vont exécuter ce standard, qu'elles sont en condition de réussite. En fait, ça permet de quoi ? Ça permet d'éviter les erreurs qui vont être propagées à la suite de l'exécution de ce standard-là. Je vous avais proposé de vous souvenir de la notion de qualité empêchée sur les risques psychosociaux. Et en fait, ça permet de vraiment pouvoir faire du travail avec un bon niveau de qualité et d'être fier finalement que la mise en production va se faire sans aucun problème. Ça nous amène sur les 3 principes de la qualité. Donc là, on a un processus assez classique. En fait, on n'accepte pas de défaut. C'est dur à dire, mais si on le pratiquait tous les jours, ça serait peut-être plus facile pour les entreprises à le vivre. Si vous acceptez des défauts, il se passe quoi ? Il se passe que vous allez avoir de la matière première, entre guillemets, qui ne va pas être de bonne qualité et que vous allez devoir surtravailler pour la remettre au niveau. Et faire le travail que vous devez faire et puis ensuite passer votre travail à l'étape suivante. Mais en faisant ça, vous ne rendez pas visibles les défauts, vous ne rendez pas visibles les problèmes. Le principe du Lean, c'est de rendre visibles les problèmes. Donc en disant « je n'accepte pas le défaut », donc dans l'industrie, ça va dans ce qu'on appelle un bac rouge. Pour ceux qui connaissent le Kanban aussi, dans l'IT, on utilise beaucoup le bac rouge, c'est que finalement la pièce, on la sort du processus, on la met dans le bac rouge et très rapidement, le plus tôt possible, parce qu'après, sinon on va vite les oublier, très rapidement, on va s'occuper du bac rouge, on va regarder le défaut, on va essayer de le comprendre et faire la résolution de problème pour trouver la route cause. Donc bien évidemment, si je n'accepte pas de défaut, je ne vais pas produire de défaut. Donc le standard va me permettre de réaliser ça. Et le 3e, c'est je ne transmets pas de défaut. Il y a à la fois un principe de flux, c'est-à-dire que si je transmets un défaut dans un flux, il va se propager. Et il y a à la fois un principe de respect de mes collègues de travail. C'est OK, j'ai une patate chaude avec un défaut, je ne vais pas filer la patate chaude aux copains. Alors là, vous allez me dire, ça fait très industriel, mais c'est exactement pareil dans l'IT. Exactement pareil. Et moi, je me bats, un de mes combats, c'est de faire comprendre aux managers, quand je les entends dire vitesse, 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 et souvent ils font vitesse et qualité, je leur dis non, c'est qualité et vitesse. Vous n'avez pas de vitesse si vous n'avez pas la qualité, parce que vous serez obligé de reprendre vos pièces. Alors, standard, c'est bien beau, mais comment on transfère la compétence avec un standard ? Un point important, Bertrand Degrave en a parlé ce matin, ce sont les sachants, c'est-à-dire ceux qui sont sur le terrain au quotidien, ceux qui travaillent, ce sont ceux qui vont réaliser en fait les standards. Donc le standard, il est réalisé par l'expert de l'équipe. Ce n'est pas une personne qui a été mandatée par l'entreprise comme un responsable qualité, qui vit très très loin du terrain, qui va écrire le standard. Alors je peux m'en moquer parce que j'ai été responsable qualité pendant une période,
Et donc, effectivement, j'étais assez loin du terrain. On écrit des procédures et puis on demande à tout le monde d'appliquer les procédures. Qu'est-ce qui se passe? Il y a peut-être 2-3% et encore des personnes qui vont appliquer les procédures. C'est juste normal, en fait. Donc, ce qui est vraiment important, c'est que c'est l'expert de l'équipe sur ce sujet-là qui rédige le standard. Fut un temps, si vous vous rappelez de Taylor, c'était le combat entre l'école blanc et l'école bleue. C'était l'école blanc qui écrivait les procédures et l'école bleue qui devait exécuter. Donc la vraie différence avec Toyota, c'est ça, c'est que ce sont les experts eux-mêmes qui écrivent. Ensuite, l'expert, il va faire tester son standard. Il va le faire tester par un novice. Il le fait tester comment? En fait, le novice va exécuter le standard de travail sans avoir l'aide de l'expert. L'expert n'apporte aucun commentaire, n'apporte aucune correction. Le résultat qui est produit par le novice doit être le résultat qui est prévu sur le standard, à la fois en termes de qualité et à la fois en termes de vitesse, si jamais vous êtes sur des standards qui nécessitent des temps de 10 minutes, 12 minutes, etc. Tant qu'il y a des erreurs, l'expert va remettre à jour son standard jusqu'à ce que le novice... Alors du coup, il va prendre d'autres novices, parce que sinon, il y a déjà une forme d'apprentissage, jusqu'à ce que le standard soit correctement exécuté. Une fois que c'est fait, donc on va tomber sur la notion de formation. Comment l'expert, en fait, il va transmettre cette compétence au reste de l'équipe. Parce qu'il est, en tant qu'expert, il est aussi responsable de la montée en compétence de son équipe. En fait, il y a plusieurs étapes. Donc vous allez avoir une ligne qui apparaît, là, c'est exécute le standard. Au début, c'est l'expert qui exécute le standard. Il présente les opérations, il explique chaque étape, il va rappeler les points clés, il va expliquer pourquoi, si on ne fait pas correctement le point clé, ça va avoir un impact sur la suite. Et il va l'exécuter au moins 3 fois devant l'apprenant. Ensuite, c'est l'expert, il va se mettre un petit peu en retrait et prend une espèce de rôle d'observateur. Et c'est l'apprenant qui va exécuter. Et en fait, il fait pareil, il va suivre les étapes qui sont écrites dans le standard, il va expliquer les points clés, il va parfois répondre aux questions de l'expert qui peut lui poser une question toute simple. Si tu ne fais pas cette étape, ce contrôle clé-là, qu'est-ce qui se passe? Et l'apprenant, il a la possibilité de l'exécuter autant de fois qu'il veut. Chez Toyota, ils ont des endroits où on fait ce qu'on appelle... Ils font des katas, ils ont des dojos et des katas, un peu comme dans les sports asiatiques. Et en fait, ils peuvent jouer leurs gestes plusieurs fois jusqu'à ce qu'ils gagnent complètement en confiance et en autonomie. Alors là, on va faire un petit parallèle avec les neurosciences de l'apprentissage. C'est un modèle qui est posé par Steve Masson, qui est un chercheur en apprentissage, un chercheur québécois. Vous prendriez, comment il s'appelle, Stanislas Dehaene, qui est un chercheur français sur l'apprentissage aussi. C'est pareil, c'est les mêmes modèles. En fait, il y a 7 principes. Et ce que je vais vous montrer, c'est que finalement, quand on regarde le standard de travail et la manière de l'appliquer pour l'apprentissage, donc principe numéro 1, c'est activer ses neurones. Bon, ça c'est un basique. Et rien que là, vous êtes déjà en train d'activer vos neurones. Le principe 2, c'est à plusieurs reprises. Donc sur un même sujet, on vient retravailler le geste, on vient retravailler la répétition. Le principe 3, c'est en récupérant en mémoire. Alors en récupérant en mémoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que typiquement, le fait de répéter les points clés, les conséquences des points clés, etc., ça va permettre aux neurones de faire le chemin inverse. C'est-à-dire, au lieu d'inscrire l'information, je vais aller récupérer l'information. Et le fait de faire ces allers-retours, ça va augmenter ce qu'on appelle le chemin neuronal, ça va le rendre plus fort.
Principe 4, en élaborant pardon, c'est fin de journée, des explications. Si ça, c'est comme pour les enfants, en fait. Si vous leur dites juste de répéter comme un perroquet, l'apprentissage est moins bon. Il faut leur faire reformuler au sein d'une phrase, au sein d'un problème, etc. Et ça permet, effectivement, les chercheurs l'ont découvert, ça permet en fait au cerveau de faire une synthèse, de récupérer l'ensemble des informations, d'en faire une synthèse et de la restituer. Le principe 5 de façon espacée, donc ça on a vu, je l'ai mis un petit peu dans une couleur différente, mais ils peuvent le faire à n'importe quel moment, on peut répéter ces gestes quand on veut. Le principe 6, maximiser la rétroaction. C'est un point super important à la fois pour les enfants et à la fois pour les adultes. La rétroaction, c'est quoi? C'est qu'une personne vienne vous expliquer pourquoi vous vous êtes trompé. C'est pas juste tu t'es trompé, ça n'apporte rien. Il y a une erreur, il y a un écart là par rapport à ce que tu aurais dû faire. À ton avis, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est produit pour avoir cet écart-là? En fait, ça force la réflexion et le fait de travailler sur ce qu'on appelle là une rétroaction négative, ça force le cerveau à s'auto-corriger. Parce que si vous laissez en mémoire des informations qui ne sont pas bonnes, il est fort probable que la prochaine fois, votre cerveau ou votre prise de décision se fasse sur le flux qui n'est pas bon. Il faut bien considérer le cerveau. Il y a une image que Steve Masson utilise, que j'aime beaucoup. Votre cerveau, c'est une forêt vierge. Quand vous devez construire une habitude, parce qu'en fait, ce qu'on cherche là, c'est des habitudes, si vous passez une fois dans la forêt vierge, vous allez juste pousser un peu les feuilles, etc. Si vous passez 10 fois, vous allez commencer à avoir un début de chemin. Si vous passez 100 fois, vous avez carrément un chemin et il n'y a plus rien qui pousse sur cette partie-là. Mais en fait, il faut considérer le cerveau comme ça. Les chemins neuronaux, au plus on les utilise, au plus ils deviennent durables et ils sont plus rapides. Le principe 7, cultiver un esprit dynamique. Quand on fait de la résolution de problèmes, on est vraiment dans un esprit dynamique parce qu'on se dit j'ai des problèmes, chouette, j'ai une opportunité d'apprendre. Si vous êtes dans un esprit statique, l'esprit statique, c'est ouais, je sais tout. J'ai pas besoin de faire de la résolution de problèmes. Où j'ai vu des managers me dire tiens, va t'occuper de mon petit copain d'à côté et puis laisse-moi travailler tranquillement. Et en fait, on est dans des esprits statiques. Il faut, pour pouvoir améliorer sa mémoire et ses apprentissages, il faut avoir un esprit dynamique. Alors, je vais vous présenter un exemple. Une entreprise que je ne pourrais pas citer, qui travaille sur des projets sécurisés. Il y en a parmi vous qui pratiquent ITIL, les CAB, etc. Ça vous parle? OK. Donc, il y a des demandes de services, des demandes d'intervention. Et toute demande d'intervention doit passer par un CAB, Change Advisory Board. Et le CAB fait go, no go en fonction des informations qui sont décrites dans la demande d'intervention. Et quand c'est go, on exécute l'intervention. Dans un monde idéal, il y aurait tout le temps que des go. Qui n'a pas vécu un no-go en CAB et puis de se retrouver à devoir tout refaire sa demande d'intervention? En fait, voilà, on a des no-go qui arrivent assez régulièrement et sur cette équipe-là, c'était à peu près dans plus de 30% des cas, il y avait des no-go. Sachant que le CAB, là, il était piloté par le client. Ce n'est même pas un CAB interne, c'est un CAB piloté par le client parce qu'il faisait des interventions sur les plateformes du client. Donc le no-go, il nous amène à faire quoi? À faire des corrections. Et puis on va tourner parfois plusieurs fois. On peut avoir plusieurs fois la demande qui est rejetée, jusqu'à un moment donné où on a le go du CAB et on peut l'exécuter. Je ne peux pas vous donner le lead time exact, mais je vous donne le lead time. Le minimum, c'était 6 jours. Il y en a qui vont vraiment
pouvez rajouter des zéros, parce qu'il y en a qui ont tourné, hein, qui ont fait des boucles pendant quelques semaines. Donc ils ont fait quoi? Ils ont fait un standard. Alors, j'ai eu l'autorisation de vous présenter un standard tout simple, mais on retrouve, l'idée c'est quoi? On retrouve bien les 3 colonnes, le quoi, le comment, le pourquoi. Ça a été écrit par un expert, ça a été testé. Ils ont formé toutes les personnes de l'équipe pouvant exécuter ce standard-là. Donc, quand ils ont mis à jour, quand ils ont créé ce standard, on est obligé, malgré tout, de passer une première fois au CAB pour le faire valider. Et il y a eu un go tout de suite. Super. Et après, une fois que c'est ce qu'on appelle les standard change, il n'y a plus besoin du CAB. Et donc, ils sont passés d'un lead time de minimum 6 jours à 1 jour maximum. Et en plus, avec 0 erreur d'exécution, et ils n'avaient plus besoin de savoir qui devait exécuter cette demande d'intervention. Parce que finalement, n'importe qui dans l'équipe pouvait prendre ce standard, l'exécuter et avoir le bon résultat. Donc nous, on aime bien, enfin je vous montrais les graphiques, hein, les écarts. Donc on avait 6 jours avant, minimum, enfin oui, minimum, et un jour max. Ça paraît tout simple comme ça, mais c'est pas simple à faire, hein. C'est du travail de fond. Et comme beaucoup de choses, on a l'impression que c'est simple. C'est souvent ce qui est le plus simple qui est le plus complexe à mettre en œuvre. On parlait des RPS au début, donc j'y reviens. Donc si on regarde un petit peu les effets sur les RPS, on va pouvoir agir sur les contraintes de rythme, parce qu'en fait, un standard, je ne sais pas si on l'a vu, si vous l'avez bien vu juste avant, durée d'exécution 10 minutes. Donc en fait, on ne cherche pas à mettre la personne qui va exécuter dans la difficulté. Le but, c'est de faire réussir les équipes. Donc si aujourd'hui le standard il s'exécute en 10 minutes, on ne va pas mettre que ça se fait en 5 minutes. Par contre, on pourra prendre un objectif pour la prochaine fois, de se dire, tiens, si on essayait de faire l'exécution de cette intervention en 5 minutes, on déclenche une amélioration continue et ça permet de mettre à jour le standard. La polyvalence, ça nous arrive souvent de demander à quelqu'un qui ne connaît pas le sujet, tiens, prends tel truc et puis tu vas y arriver. 1, ça ne marche pas. Et 2, on a des gens aussi qui reprochent aux entreprises de ne pas être en capacité de les aider à se développer. En fait, le standard permet de réduire une partie de la polyvalence. Le standard permet aussi de développer la notion de responsabilité, parce qu'en fait, le standard, il est sous la responsabilité de l'expert et sous la responsabilité de l'équipe. Donc en fait, l'équipe se prend en main et se prend en charge pour pouvoir changer ses modalités de travail. Vous avez une chercheuse québécoise, dont j'ai oublié le nom, pardon, qui a écrit un livre qui s'appelle Le stress au travail versus le stress du travail. Et entre le au et le du, il y a une différence énorme. C'est qu'en fait, c'est notre manière de travailler qui génère le stress au travail. Les environnements, à part dans certains cas aujourd'hui qui sont assez maîtrisés, quand on est dans le tertiaire, les environnements de travail, ce n'est pas eux qui vont nous générer du stress. C'est plutôt la manière dont on travaille. Et donc, en fait, la responsabilité s'intègre là-dedans. C'est comment je redonne de la responsabilité aux équipes pour qu'elles puissent agir. C'est ce qu'on disait aussi au début de la présentation, agir sur leur travail. La sous-qualification, c'est pareil. Le standard permet de réduire cette sous-qualification. L'autonomie, je pense que vous avez compris que ça permet à tout un chacun d'exécuter une activité qu'elle ne pouvait pas faire avant. Et ça, ce qui est important sur l'autonomie, quand vous avez quelqu'un qui est autonome sur sa tâche, elle ne va pas aller déranger ses copains. Et donc, elle ne va pas
casser ce qu'on appelle l'attention des copains. Et parce que vous savez que l'attention fragmentée, c'est aussi une source de stress. On n'est pas multitâche. Ça, notre cerveau, c'est la physiologie du cerveau, on n'est pas multitâche. Et donc, le simple fait que vous ayez quelqu'un qui vienne nous dire « Est-ce que je peux te déranger ?» c'est déjà trop tard. Est-ce que je peux te déranger? Soit vous l'avez entendu et auquel cas vous avez perdu votre attention et donc vous êtes passé sur autre chose, soit vous ne l'avez pas entendu et la personne peut se dire bah lui il ne veut pas me parler, il me fait la gueule. Bah non, en fait c'est que simplement la personne elle est focus sur son truc. Donc l'autonomie, ça a aussi cet avantage-là de réduire les en neurosciences sur l'attention, on parle de distracteurs. Donc, vous avez pu voir, je vous avais demandé de rester focus sur la qualité empêchée. Ben, en fait, le standard vous permet de supprimer en grande partie la qualité empêchée. Et quand vous êtes satisfait de votre travail, comme je le disais tout à l'heure, vous avez le circuit de la récompense qui s'active et ben, vous êtes satisfait de votre travail. Ça vous fait plaisir d'avoir passé une bonne journée et de rentrer chez vous en vous disant « j'ai passé une super journée ». On n'y pense pas assez, mais en fait, on a tendance à se croire au-dessus des autres en tant qu'humains, mais nous sommes que des mammifères, primates, hominidés, et on a tout cet héritage de fonctionnement. Il faut savoir que le circuit de la dopamine, comme le stress, comme la tension, sont autant de systèmes qui nous ont permis de survivre jusqu'à maintenant. Le fait d'apprendre, quand les anciens taillaient des silex, quand ils arrivaient à tailler un silex correctement, bah, il y avait un shoot de dopamine qui leur disait « c'est le bon, il faut que je reproduise le même silex par la suite ». Enfin, le travail inutile. Alors, je vais faire un parallèle avec les RPA et l'IA. Aujourd'hui, il y a déjà quelques années, les RPA, c'est le cas, et l'IA, c'est encore plus le cas. C'est qu'on cherche à automatiser du travail inutile. On cherche à automatiser des gaspillages. En fait, en principe Lean, on ne cherche qu'à automatiser que ce qui n'apporte de la valeur. Si vous automatisez des gaspillages, il y a de fortes chances qu'à un moment ou à un autre, vous ayez un tas de choses à retraiter, puisque c'est automatisé, donc ça va beaucoup plus vite. Et donc le standard, en fait, on va chercher à écrire que ce qui n'apporte de la valeur. Donc on ne va pas écrire dans un standard du travail qui est inutile, qui n'apporte pas de valeur pour ce qu'on a à faire. Et enfin, la soutenabilité du travail. Si vous vous souvenez, la première lettre de performance égale, c'était quoi? Pardon? Sécurité, ouais. Ben en fait, c'est pareil, le standard, son but, c'est pas de mettre les personnes dans la difficulté. Et donc, on va chercher à protéger les gens et leur humanité. Et sinon, ben, on tombe malheureusement dans les risques psychosociaux. Pour terminer, donc c'est ma conclusion et c'est celle que je porte et que je défends. Au même titre qu'il y a une urgence climatique, ça on ne peut pas le remettre en cause. Il y a une urgence à réduire les risques psychosociaux qui sont aujourd'hui un phénomène de société et qui nous coûte, juste pour donner un chiffre, en Europe, en 2014, 750 milliards d'euros sur une année, dont 500 milliards pour les entreprises, en perte de chiffre d'affaires, etc., etc. Et le bon lean, alors je mets le bon lean, hein, pour ceux pour utiliser le lean de Toyota et pas le lean qui sert à virer les gens. Et le bon lean est une des réponses pour réduire les risques psychosociaux. Merci à vous. Et si vous avez des questions. On a 10 minutes.
Et bonjour, merci pour cette session. J'avais une question concernant, ça revient, c'est assez précis, ça revient sur le processus d'apprentissage avec tester la formation qui est faite par l'expert, par le novice, sans qu'il lui explique, Oui. jusqu'à ce qu'il ait plus besoin d'expliquer. Oui. Et après, on passe sur l'apprentissage où c'est l'expert qui fait et qui explique. Alors, c'est d'abord l'expert qui fait et qui explique, et ensuite, c'est l'apprenant. Oui, tout à fait, mais du coup, s'il a fait une documentation qui n'a pas besoin d'explication, pourquoi il explique? Puisqu'il l'a travaillé de façon à ce que le novice puisse la faire sans lui. Alors oui, d'accord, je comprends la question. En fait, ça va. Le fait de. On est issu de 120 000 générations de chasseurs-cueilleurs. Et donc, on a travaillé avec nos mains. Et d'exécuter les opérations, ça fait travailler notre cerveau et ça force d'une certaine manière l'apprentissage. Et donc, du coup, l'expert, à ce moment-là, il vérifie simplement qu'il n'y ait pas d'erreur, qu'on apprend le bon geste, qu'on apprend la bonne habitude. En fait, si jamais si vous exécutez sans être forme de contrôle, j'aime pas le terme de contrôler, mais de supervision, vous risquez de générer, parce que l'être humain, il est ce qu'il est, c'est que des fois, ça a beau être écrit, eh ben, on va prendre un chemin de traverse, et puis on va se dire, tiens, j'ai peut-être aller plus vite en faisant ça, et en fait, non, on crée une mauvaise habitude. Et notre cerveau crée des habitudes, parce qu'une habitude, ça coûte moins cher à exécuter que quelque chose de nouveau. Sauf que si vous avez généré une mauvaise habitude, ben, il va falloir la supprimer, la mauvaise habitude. Et ça coûte énormément au cerveau. Il a horreur de ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'on cherche à faire exécuter les... Alors, c'est peut-être un peu plus difficile dans l'IT, je l'accorde. Toujours est-il que, notamment en faisant du pair programming, par exemple, c'est aussi une aide. Sur les opérations de mise en production, moi, je le vois quasiment tous les jours quand les gens le font correctement, quand ils sont formés. Donc, l'expert permet d'apprendre les bons gestes. Ça marche tout de suite derrière. Quand on ne le fait pas, l'être humain, il est ce qu'il est. Il va se dire ouais, bon, ça, j'en ai peut-être pas besoin, je passe à autre chose. Ça répond à la question ? Oui, en fait, j'ai plein de questions, ça se bouscule dans ma tête, je ne sais pas ce qui va sortir. C'est pas grave. En fait, quelle applicabilité est-ce que vous voyez notamment dans les... parce qu'en fait, il y a des... Enfin, là, ça marche quand c'est des choses qui sont répétitives. Ouais. Mais est-ce que c'est vraiment limité qu'à des choses répétitives ? Est-ce que vous voyez une applicabilité au standard sur des choses peut-être moins répétitives ? Ouais, ça dépend. C'est lié à une autre question que j'avais autour du découpage, en fait. Parce que souvent, je pense dans les métiers de l'IT, il y a des choses peut-être qui sont assez longues, mais il faut arriver à découper au bon niveau pour avoir les choses qui sont répétées. Enfin bref, c'est ça qui se bouge. En fait, dans le standard, vous n'êtes pas obligé de tout écrire. En fait, je reviens sur la question de l'écart de performance. Qu'est-ce qu'il est important de standardiser pour qu'on n'ait plus cet écart de performance ? C'est sûr que si vous avez une procédure de, je dis n'importe quoi, de 10 pages à dérouler, moi, j'appellerais pas ça un standard. Votre standard, il doit faire 2-3 pages, pas plus, et donc il est sur un sujet bien précis. Et ensuite, pour faire des choix, si ce n'est pas quelque chose qui est exécuté régulièrement, essayez de mettre des standards sur des choses où aujourd'hui, vous savez qu'il y a des erreurs d'exécution. Ou que c'est un point qui est hyper important, que si ce n'est pas fait, vous avez une mise en prod qui est KO, par exemple.
faut surtout pas utiliser les standards de travail du Lean comme les procédures de l'ISO 9001. Surtout pas. Déjà qu'on avait du mal avec les procédures ISO 9001 dans les équipes de dev. Si vous y allez comme ça ne marche pas. Vraiment. Là, je vous ai montré un standard, parce une formalisation du standard en 3 colonnes. Mais un standard, ça peut être aussi sur des choses plus simples. Ça peut être une checklist. Et là, pour le besoin, on avait besoin d'écrire des choses de façon plus posée. Mais une simple checklist correctement définie, ça peut servir de standard et éviter des erreurs aussi. Est-ce que ça répond à... Il y en a peut-être d'autres questions, mais on pourra en discuter après. Malheureusement, le temps est échu. Je suis désolé, vous pourrez toujours poser des questions à Jean-Philippe plus tard si vous restez là encore demain. Merci à tous. Bonne soirée. Merci à vous. Bonne soirée.